Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course pour notre dernière pastille mercato de l'intersaison. Avec Grégory, on a l'habitude de vous donner rendez-vous et Greg est encore avec moi ce matin. Salut Greg. Salut Charles, salut tout le monde. Donc pour cette dernière émission, Greg, on a pas mal d'annonces à faire parce qu'on n'en a pas fait depuis longtemps. On était pas mal occupés, puis il y a eu les vacances aussi entre deux. Donc on va aller vite sur certaines annonces, hein. On est désolé du coup, mais l'idée c'est de tout vous présenter et de pas non plus passer des plombes parce que des fois il y a des plus petits transferts sans faire offense à qui que ce soit. Et pour rentrer direct dans le vif du sujet, Grégory, on va débuter par Total Energy. On va regrouper un peu, hein. Là il n'y a que trois annonces sur la news que vous voyez, mais il y a eu plus de prolongations que ça, Greg, et notamment Nikita Terpstra. Oui, c'est ça, l'effectif est plus ou moins au complet. D'ailleurs, enfin, j'ai pas vu forcément d'annonce officielle d'un effectif bouclé, mais en tout cas, c'est l'idée avec la prolongation finalement de Niki Terpstra. C'est vrai que ça a été pas mal discuté. On s'est demandé s'il allait rester ou pas, et finalement, il prolonge. Donc, c'est un élément solide s'il retrouve vraiment ses moyens d'antan, et ça pourrait faire un gros bloc avec Peter Sagan notamment, et évidemment Turgis pour les classiques flandriennes. Et avec pour le bloc Sagan justement, l'arrivée du petit frère Juraj Sagan, et la prolongation de Paul Ourselin, Julien Simon et Dries Van Gestel. Donc ça va faire une équipe assez conséquente pour une Pro Conti. Donc à voir ce que ça donnera l'année prochaine. J'espère que ces transferts-là répondront présents l'an prochain. Ouais, alors ça me permet de rebondir puisque tu parlais du frère de Peter Sagan. Bah, Eric Baska ne sera pas dans les valises finalement, puisqu'il a signé dans une conti chez Dukla Banska Bystrica, si je prononce bien. Ouais, c'est ça. Et bah en fait, apparemment, cette équipe-là avait proposé un contrat aux deux coureurs, à la fois Baska et Juraj Sagan, mais enfin le grand frère Sagan n'était pas intéressé, et bah, en fait, c'était soit Total Energy, soit la retraite. Donc finalement, ça a été Total Energy, et Baska, lui, va pouvoir se recaser entre guillemets dans une équipe continentale, et va essayer de faire parler sa pointe de vitesse sur des courses du calendrier secondaire. C'est toujours ça pour lui. Tout à fait. Alors un dernier mot sur Total Energy, Grégory. Bah, moi j'avais pas vu, mais tu me l'as appris là juste avant l'émission quand on discutait de la programmation. Jérôme Cousin a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Ouais, c'est ça, Jérôme Cousin, le grand baroudeur de l'équipe, qui a quand même connu une dernière saison assez compliquée, qui n'est pas forcément parvenu à briller comme il l'aurait souhaité. Et ouais, c'est une fin de carrière pour lui qui aura été, qui a connu une carrière honorable dans différentes équipes françaises, et qui a notamment remporté une course au nez et à la barbe d'un certain Nils Politt, qui était Mm. vraiment trop naïf, on va dire. Et Oui, ça avait fait causer à l'époque, je me souviens. ça restait une belle victoire à l'époque, en tout cas pour lui. Ouais. Alors j'en profite, je vois que vous commencez à nous rejoindre sur le chat, hein. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Avec Grégory, on vous répondra avec plaisir. Alors pour passer à la suite, pareil, on va regrouper un peu et on va parler de BNB Hotel qui a annoncé pas mal de prolongations. Donc avant de te redonner la parole, Greg, je vais donner les noms. Cyril Barth, Cyril Lemoine, Elliot Lietard, Sébastien Schoenberger, Jérémy Lecros, Jens Debuchereux et Julien Maurice prolonge alors que, surprise, Nicolas Badgioli a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière pour retourner dans un métier de l'artisanat, je ne sais plus lequel. Ouais, tout à fait. Enfin, je sais plus exactement lequel non plus, mais c'est vrai que ça a été assez surprenant. Bon, après, Badjioli, on ne l'avait pas forcément vu briller par ses résultats, donc il avait peut-être besoin d'un autre challenge de vie, on va dire. Et concernant la prolongation des autres coureurs, oui, c'est un peu c'est un peu un bloc, enfin des éléments d'un bloc solide qui sont prolongés. Donc normalement c'est des coureurs sur lesquels on va pouvoir bien compter pour l'an prochain. De Busquereux qui a connu un début de saison assez compliqué, mais qui finalement s'est bien ressaisi sur la fin de saison, et devrait pouvoir être solide sur les classiques belges, enfin les courses par étapes, en tout cas en Belgique notamment, où il
faire parler à la fois sa résistance et sa pointe de vitesse. Le Croc a été pas mal cette année justement sur les classiques World Tour, justement en classiques flandriennes et les classiques, même les classiques en Pro Série en France aussi. Et ouais, il s'est pas mal révélé sur ce domaine et il a aussi une pointe de vitesse très intéressante et peut tout à fait servir de sprinter sur le calendrier secondaire. On a Schoenberger Qui qui a fait une fait bonne fin de saison, hein, quand même. ouais, il a fait une bonne fin de saison sur les classiques un peu punchy et c'est intéressant pour l'an prochain vu qu'il n'y avait pas forcément grand monde dans le domaine. Bart, on va dire, enfin débarrassé de Brian Cocard, enfin si on peut dire ça comme ça, va pouvoir peut-être s'exprimer davantage. Enfin, Mm. je pense aussi qu'il était mal utilisé dans l'équipe et enfin, qu'il était là pour protéger Cocard et que c'était pas forcément enfin, ce qu'il aurait dû faire et qu'il aurait pu s'exprimer différemment. Donc là, il y aura plus ce prétexte et peut-être qu'il aura davantage de latitude. Concernant le Moine, il me semble que ce sera sa dernière saison et bah, c'est un élément solide. On a vu qu'il est encore efficace sur Paris-Roubaix notamment avant d'être victime de malchance. Mais c'est un bon capitaine de route. Quand Liéter, j'espère pour lui qu'il va pas tomber, se blesser, mais sur les courses un peu punchy, normalement, Ouais, il peut servir. il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais c'est vrai il est souvent blessé, souvent de la malchance à voir, mais ça peut être intéressant. Tout à fait. Justin Maurice, ouais, c'est sans doute un homme qui doit protéger en pleine, quoi. Ouais, Julien Maurice qui avait gagné d'ailleurs le premier succès de l'histoire de BNB, je crois que c'était au Charge à Tours, en janvier. Ouais, donc Un chrono, si je me trompe pas. il a écrit, il a ouvert l'histoire de l'équipe, Ouais, l'histoire victorieuse. le Charge à Tours qui sera de retour l'an prochain, en 2.2 d'ailleurs, fin janvier, si ma mémoire est bonne. J'en profite pour saluer Polska qui nous a rejoint sur le chat et qui nous dit fabricant de pierre pour Nicolas Baggioli. Merci pour l'info, j'avais oublié. Pour passer à la suite, rapidement, du coup, deux signatures, j'allais dire prolongation, mais c'est pas le cas. Chez EF Education Nippo, Grégory, James Shaw et Lucas Wisniewski. Ouais, tout à fait. Alors, James Shaw, qui fait son retour en World Tour après une première expérience qui n'avait pas forcément été concluante, il me semble que c'était chez Lotto. Ouais, Et il était redescendu en Continental. Et il a fait quelques perfs très corrects, notamment cette année. Il a été assez correct sur les courses un peu compliquées. Il grimpe un peu. Il a même été bon en plus sur le championnat national contre la montre. Donc ça peut être un bon équipier en tout cas sur le circuit ouais, World Tour. Ce sera à voir. Et tout quant à à fait. Et puis Wisniewski, Wisniewski, équipier modèle, un Flandrien. ouais, c'est ça, un homme qui pourra protéger du monde sur les courses bien difficiles, pavées ou alors en tout cas flandriennes. Tout à fait. On va passer rapidement pour les prolongations chez Lotto Soudal. Deux espoirs qui ont un peu déçu, même si c'est moins le cas peut-être pour Steph Kras. Mais Matthew Holmes, on s'en souvient, hein, c'était en 2020, c'est lui qui était échappé lors de l'étape reine du Tour Down Under sur les pentes de Willunga rattrapé par Richie Porte et qui avait réussi à l'aligner ensuite au sprint, mais qui n'a pas vraiment confirmé cette année. Ouais, tout à fait. Ouais, bah, la suite a été compliquée, donc ce sera à voir. Il faudra qu'il arrive à réagir ou à se relancer en tout cas. Mais bah, forcément, normalement, il doit avoir un certain talent dans les bosses ou en tout cas dans les échappées. Donc, il faudra voir s'il arrivera à se relancer. Quant à Steph Kras, c'est vrai il a quand même eu beaucoup de mal à arriver à maturité. Il a mis quand même pas mal d'années. Il n'est pas encore tout à fait au point. Donc, Ouais, parce que c'était un des fameux pensionnaires de la BMC Développement, je crois, si je ne me gourre pas, hein. Ou je dis une bêtise, non? je sais plus s'il vient pas de l'équipe de développement de l'auto ou alors il a peut-être Je fait sais les deux. plus. Possible, ouais. Mais c'est vrai c'était un très bon espoir à l'époque et il a eu du mal à confirmer chez les pros. Mais enfin après, certains coureurs percent un peu sur le tard, donc ce sera peut-être à espérer qu'il soit dans ce cas-là.
Tout à fait. Alors, bah ensuite, t'as Alpecin Phoenix qui continue discrètement mais efficacement son mercato et qui recrute le coureur de Sport Vlaanderen Baloise, Fabio Van den Bosch. Ouais, Van den Bosch qui a fait une saison très correcte et qui va du coup signer chez Alpecin, qui bah, toujours toujours en Pro Conti, mais Pro Conti plutôt Plutôt World voir le Tour tour, qu'autre ouais. chose. Et ça va être c'est une bonne promotion pour lui et il va pouvoir vraiment apprendre sur les plus grandes courses et préparer peut-être l'avenir pour progresser un peu dans la hiérarchie de l'équipe petit à petit, parce que c'est vrai que là, pour le coup, la concurrence sera beaucoup plus rude que chez Sport Van Doren. Tout à fait, ouais. Alors bah ensuite, une annonce qui fait plaisir, Greg. Encore un coureur de Delco qui arrive à se recaser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est August Jensen qui va rejoindre la formation Rally Cycling. Ouais, chez Ouais. August Un coureur Jensen, vachement inconstant, August Jensen, hein. ouais, c'est vrai, pourtant, c'est vrai qu'il a une palette normalement une palette qui devrait lui permettre de briller un peu sur pas mal de terrains, mais que ce soit en plaine, il a sa petite pointe de vitesse, il passe bien les bosses normalement, mais c'est vrai que si on regarde sa dernière saison, c'est assez compliqué c'est assez compliqué de vraiment le cerner. Il est parfois utilisé comme sprinter, parfois il passe les bosses, d'autres fois il passe pas un pont, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais sur le principe, normalement, il doit pouvoir briller sur beaucoup de terrains, je pense. Il doit avoir, euh, il doit avoir besoin d'avoir un bon calendrier enfin, un calendrier précis bien, pour bien parfaire ses pics de forme, mais avoir l'an prochain. Je pense qu'il peut avoir un statut assez intéressant chez Rally Cycling, où il n'y a pas forcément une énorme concurrence interne dans son secteur. Tout à fait. Alors je vais passer rapidement sur les deux prochaines annonces. Je vais quand même les citer parce que c'est toujours intéressant. Mais Cararual qui prolonge à Mesqueta, Roran Garcia et Juan Fernando Calais. Et Florian Udry, qui était un coureur de Continental qui évolue chez Interpro et qui avait fait quelques interviews pour Vélo Club, qui a mis un terme à sa carrière. Et bah, passons à la dernière annonce de cette page. Elle concerne une équipe qui risque d'arrêter malheureusement parce que plus le temps passe, plus ça paraît compliqué. Grégory, c'est j'allais dire la dimension data, mais c'est Tim Kubeka et Karel Vasek, un grand espoir. On rappelle, il était souvent à la lutte avec Remco Evenepoel chez les juniors. Il n'a pas encore vraiment confirmé et il va rejoindre la division continentale et Tyrol. Ouais, c'est ça, Karel Vacek qui a eu beaucoup de mal à confirmer les espoirs placés en lui. Et enfin, pour cette saison, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été extraordinaire non plus. Enfin, personnellement, je l'ai vu assez intéressant sur une étape du cycle tour, mais après, ça reste une course de seconde zone et on l'a plus revu ensuite. Et la fin de saison a été marquée par un ensemble d'abandons sur les classiques italiennes. Donc, à voir, je pense peut-être qu'il pourra se relancer en continental en Autriche. Donc, ce sera à voir. Enfin, je pense que sa carrière n'est pas encore Mm. terminée, mais ce sera peut-être une dernière chance pour lui enfin, de vraiment se montrer pour rebondir en World Tour. Ou alors peut-être qu'il sera cantonné lui aussi aux équipes continentales pour le reste de sa carrière. Ce sera à voir. Ouais, à voir. Espérons qu'il arrive à se relancer en effet. Alors on va regrouper, là vous voyez, il y a trois annonces quasiment à la filée qui concernent le team Ineos. Donc on va tout évoquer d'un coup. Je vais lister puis donner la parole à Grégory. Donc tout d'abord Kim Hayduk, le champion d'Allemagne U23 si je ne me trompe pas, qui rejoint Ineos, donc tout comme Omar Fraile et il est Elia Viviani qui lui revient chez Ineos. Enfin chez Ineos, c'était Sky à l'époque, mais qui revient en tout cas dans la structure britannique, Greg. Ouais, et c'est vrai que Ineos change un petit peu ses habitudes ces dernières saisons et bah, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, si la mayonnaise va bien prendre, on va dire, et si ouais, Omar Fraile, c'est un baroudeur. On va voir s'il aura toujours les mêmes Bah, il latitudes aura que certainement par le quand même, passé, tu vas quoi. me donner ton avis, mais il aura certainement moins de liberté que chez Astana, je pense, hein.
Bah oui, oui, c'est ce que je pense. Et justement, je me demande comment il va pouvoir s'intégrer dans l'effectif. Si, enfin, je l'ai jamais vu personnellement dans un train pour un leader, donc il faudra voir comment il sera utilisé. Après, c'est vrai qu'Ineos travaille un peu différemment ces derniers temps, donc peut-être qu'il sera utilisé un peu de la même manière qu'avant. Peut-être pas dans le but de gagner des étapes, mais qui sera envoyé à l'avant des courses pour servir plus tard pour un leader dans des étapes de montagne. Donc il peut peut-être éventuellement travailler comme ça sans être non plus dans le peloton. Concernant Elia Viviani, c'est vrai que sa dernière saison chez Sky à l'époque était pas mal du tout, mais enfin, après ça restait sur des courses un peu secondaires, donc j'espère que l'expérience se passera mieux. Sa dernière saison chez Cofidis c'est relativement correct, certes bien en dessous de ce qu'il faisait chez De Koninck, mais largement au-dessus de sa première saison chez Cofidis, qui était un peu catastrophique. Mais enfin, il faudra voir s'il se relance bien, et en tout cas, bah, le souci pour lui, ça va être certainement les grands tours. Je pense qu'il devra se contenter des courses par étape d'une semaine et des courses d'un jour. Parce que sur les grands tours, chez Ineos, il y aura toujours quelqu'un pour jouer le général et quelqu'un Oui. qui emmènera certainement toute une garde consacrée. Ou alors, si Viviani est présent, il devra se débrouiller un peu tout seul. Sur un Giro, par exemple, il devra se débrouiller tout seul. Avec peut-être un mec relativement rapide pour le lancer, mais qui sera pas forcément un poisson pilote. Donc, ce sera vraiment à voir, mais je pense qu'il sera là plus sur les courses d'un jour, les classiques, les courses par étapes courtes. On va voir. À voir, en effet. Alors, un grand espoir colombien qui va rejoindre le World Tour et qui va sûrement être scruté par tous les amateurs de jeux. Je sais qu'il y a pas mal de jeux qui commencent à se mettre en place pour la saison prochaine. C'est Jesus David Peña. Bah, c'est dommage, Thomas n'est pas là. Je pense qu'il pourrait nous en parler à merveille. Mais Grégory est un des grands espoirs du cyclisme colombien. Donc, tout à fait. Alors après, personnellement, j'avoue que je le connais pas tellement. Il a gagné le Tour de Colombie Espoir, donc c'est vrai que c'est assez intéressant sur le papier. Enfin, en tout cas, il marche fort en Colombie sur les courses espoir. Et ça a été un peu plus Après, dur en Europe cette année quand même, hein. ouais, c'est ça. Donc, il faudra voir l'adaptation si ne serait-ce que l'intersaison, les stages de début de saison seront suffisants pour le permettre de bien s'acclimater. Il n'était pas non plus à la rue complètement en Europe, mais c'était plus compliqué qu'en Colombie. Donc, il faudra voir s'il sera prêt. Mais en tout cas, c'est un challenge intéressant et c'est vrai que ça peut tout à fait bien marcher en tout cas. D'ailleurs, Bike Exchange qui a aussi signé Lawson Craddock, hein, le rouleur américain grec, comme on peut le voir sur la news qui s'affiche. Ouais, c'est ça. Bah, Craddock qui s'en va de chez EF après quelques années. Et ouais, c'est un rouleur solide qui me semble, a été champion des États-Unis du contre-la-montre il y a quelques années. Et il devrait être intéressant pour prendre du vent un peu dans la plaine ou prendre des échappées comme il sait bien le faire aussi. Et ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des coureurs comme ça dans son équipe. On peut s'échapper un peu sur tous les terrains, essayer d'aller chercher l'une ou l'autre étape. En tout cas, il essaye d'animer la course à sa façon. C'est un, c'est un coureur d'expérience. Ouais, tout à fait. Alors on parlait de Kubeka tout à l'heure, Greg, et un autre coureur qui a réussi à se recaser, et je trouve que c'est un bon coup pour la Cofidis qui l'a recruté. Tu vas me dire ce que tu en penses, c'est Max Walscheid. Ouais, bah alors je vais juste dire un petit mot sur Kubeka. Il ne reste plus que 5 coureurs potentiellement sous contrat pour l'an prochain, donc ça va être très Dont très Pozzo Vivo, hein, compliqué de. qui fait quand même une belle saison, mine de rien, sixième du Tour de Suisse, je crois, ou onzième, je sais plus, hein. Ouais, c'est ça. Et enfin, je sais plus exactement son classement exact, mais en tout cas, il a été pas mauvais, même s'il a pas été encore épargné par la malchance cette saison. Mais ouais, il doit rester Pozzovivo. Il me semble qu'il doit rester Henao aussi. Je n'ai plus trop Ouais, les Henao, autres en c'est tête. plus dur, hein. Ouais, enfin, il a pris une échappée sur le Tour de France et du coup, il a tenté de jouer le classement général en tombant sur la dernière étape de montagne, il me semble.
et pour échouer finalement aux portes du top 20. Donc c'est vrai que ça reste assez anecdotique au final. Pas non plus un coureur inintéressant, mais ouais, tout ça pour dire qu'il reste plus que 5 coureurs chez Kubeka et qu'on voit mal comment il pourrait se sauver désormais. Ouais, Nao, ça sent plus, tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, ça sent un peu la Conti colombienne, hein. Sachant que les primes sont souvent assez élevées en Colombie, il y a pas mal d'anciens pros qui continuent un peu leur carrière à la maison. Ouais, c'est ça, et pas qu'un petit peu, puisque bah, après, il n'est pas complètement colombien, mais on connaît très bien Oscar Sevilla, mais c'est pas du tout le seul exemple. Il y a pas mal d'autres gars qui ont, enfin, on pense qu'ils ont arrêté il y a longtemps leur carrière, type les José Serpa Ouais. et compagnie qui passaient chez Androni, mais ils courent toujours en Colombie, Ouais, il y a certains. Atapuma qui a gagné une des épreuves élites il y a pas longtemps aussi, je crois. Enfin, c'est vrai. Puis Ouais, c'est ça. tu parlais de Sevilla, tu me permets une transition parfaite parce que c'est une des annonces qu'on a évoquées récemment. Encore une année de plus pour Sevilla qui va continuer avec le team Medellin justement en Colombie. Oui, bah, en ce qui le concerne, la passion est toujours là. Donc, il me semble qu'il a déclaré que bah, tant que les jambes seront là et qui lui permettront de jouer la gagne ou de jouer en tout cas placé, il continuera. Donc, pour l'instant, il n'est pas largué, donc il continue. Ouais, mais je vais faire un petit hors-sujet d'ailleurs. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je respecte vachement ces mecs-là. Lui comme Mancebo, hein, je sais qu'ils ont été pris par la patrouille et qu'ils ont triché à un moment, mais comme tu dis, il y a quand même une passion pour courir aussi longtemps avec des conditions financières qui sont pas non plus exceptionnelles, se faire aussi mal aussi longtemps à l'entraînement, je trouve que c'est franchement respect, quoi. Bah, c'est sûr, après, enfin, s'astreindre à une hygiène de vie parfaite. Enfin, c'est vraiment des efforts énormes à faire. Après, c'est vrai que concernant Sevilla, par exemple, bah, on sait qu'il est installé en Colombie et que finalement, Oui, il vit il y a toute moins de l'année en déplacements en Colombie, hein. Europe, donc il a sa famille là-bas, donc c'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est un peu plus plaisant qu'à l'époque du cyclisme, bah, du cyclisme Pro Tour à l'époque et Conti Pro. Mais c'est vrai que ça reste quand même des efforts énormes enfin, pour tout ce qui est conditions physiques et ça reste un gros investissement et c'est quand même des coureurs qui arrivent encore à gagner des courses en 2021 à la quarantaine passée. Donc c'est quand même très, enfin, c'est respectable, ça c'est clair. Alors on va passer à la suite. Bah là je veux aller vite aussi parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire. À part peut-être l'un des sprinteurs de l'équipe, bah Israel Startup Nation, Greg, qui prolonge chez 4 Israéliens. Guiniv, Gisagiv, Omer Goldstein et Itamar Einhorn. Et je voulais peut-être rester 2 secondes sur le dernier cité, qui a été le premier Israélien à remporter une course point 1 en Europe, si je me gourre pas. Ouais, tout à fait. Enfin, juste une chose après, on va peut-être réévoquer Max Walscheid par exemple, mais autrement, oui, Itamar Einhorn a montré une très belle pointe de vitesse et il est quand même en constante progression sur les arrivées massives et bah, il se débrouille quand même pas mal dans une équipe où, en théorie, il était censé avoir quand même une forte concurrence interne et il a quand même bien tiré son épingle du jeu. Alors bien sûr, il n'a pas été envoyé, bah, il n'a pas été envoyé comme sprinter numéro un sur les plus grosses courses, mais en tout cas sur le calendrier secondaire, il est capable de jouer la victoire, de jouer placé, et bah, c'est toujours intéressant. Il marque de bons points UCI et enfin, c'est un sprinter qui est encore jeune. Ah, je voulais faire une petite transition, Greg, et une petite parenthèse plutôt, hein, et parler un peu des juniors, parce qu'on l'a évoqué sur Vélo Club, on a fait un papier, on a essayé de répertorier bah, les 10 meilleurs juniors de la saison. Bon, c'est pas forcément les 10 meilleurs, hein, parce que ça reste très subjectif, puisque ça reste des choix, mais bah, on voulait vous donner un petit aperçu de ce qui se fait désormais, parce que c'est vrai qu'on dit que maintenant, c'est un peu la norme de passer des juniors au World Tour. Et on voulait voir un peu si c'était vraiment la réalité ou pas au travers justement des cas des meilleurs juniors cette année, Greg. Et on s'aperçoit que finalement, la norme, bah, c'est peut-être pas forcément d'aller directement au World Tour, mais toujours quand même dans des équipes de développement, puisque bah, pour ne citer que les 2 meilleurs coureurs, enfin pour moi en tout cas de la saison, Per Hagenès et Romain Grégoire, ils vont dans des structures Conti, à savoir Jumbo pour Hagenès et Groupama FDJ pour Grégoire.
Ouais, c'est déjà, enfin, pour moi, c'est très intéressant de commencer de cette manière-là, puisque ces deux équipes sont des équipes réserves, donc ça permet à la fois de continuer sur les courses dédiées, les courses en catégorie point 2U et point 1U, donc pour les espoirs. À la fois, ça donne le droit de courir sur le calendrier continental, à condition que l'équipe numéro un ne soit pas là, et en même temps, ça donne la possibilité de rouler dans l'équipe World Tour de temps à autre sur certaines courses. Donc enfin, ça peut être un bon apprentissage, et ça peut aussi permettre de prendre de l'expérience aux côtés des pros de la pro team, enfin de l'équipe World Tour, sur certaines courses, pas forcément les plus prestigieuses, mais on peut déjà aller sur les points 1 avec une équipe World Team, et sur les courses pro aussi, il me semble. Ouais, puis au final, bah, Greg, on s'aperçoit que hormis le cas Martins Versek, hein, qui fait comme Ayuso, en fait, qui va faire 6 mois dans une formation continentale et puis 6 mois chez De Koninck, il n'y a que Kian Wichtebrox qui va passer directement en World Tour parmi les 10 coureurs qu'on a cités, parce qu'il y en a un autre, hein, c'est Luis Jolours, je crois, qui va aussi aller chez Bora. Ouais, tout à fait, mais après, c'est tout un calendrier à construire. Justement, Wüstebroeks, je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais ça va être lancé directement dans le grand bain, et il faudra voir quel calendrier sera construit pour lui, s'il parviendra à s'illustrer dès ses débuts, ou s'il sera utilisé essentiellement pour prendre de l'expérience, pour rouler un peu pour des leaders, ou pour essayer de prendre des échappées plutôt. Donc, ce sera à voir, mais c'est vrai que désormais, il y a pas mal de jeunes qui percent assez tôt, donc c'est intéressant de les lancer assez rapidement. Alors peut-être, justement, vu qu'on aura quelques exemples qui commenceront directement en World Team, et d'autres qui commenceront en équipe de développement, et On pourra il y en a- comparer, ouais. ouais, on pourra voir qui sera prêt le plus tôt, et quelle sera la formule la plus intéressante. Après, c'est vrai que chaque coureur a sa manière de se construire aussi, et que certains seront prêts très rapidement, et d'autres moins. On fera les comptes certainement dans quelques années, je pense. Alors, bah, je voulais parler un peu d'Aevolo avec toi, Greg, parce que je sais que tu suis avec attention le circuit américain. Et Aevolo ne va pas disparaître, c'est un choix stratégique de redescendre chez les amateurs, mais bah, pas de course sûre et certaine d'avoir lieu aux États-Unis en 2022. Donc, du coup, on fait le choix de retourner en élite pour avoir un peu plus de liberté chez Aevolo. Ouais, ça enlève la contrainte d'être une équipe UCI, tout simplement, et de toute façon, en étant équipe élite, ça laisse le droit de participer aux courses point 2, par exemple, et même, il me semble, au point 1, si je dis pas de bêtises. Et pour Aevolo, avec l'incertitude qui plane sur le calendrier américain, déjà, si on arrive à avoir tout ce qui est Joe Martin Stage Race ou Tour of GIA, en passant par le Tour de Beauce l'année prochaine, qui sont en point 2, ça ne les empêche pas du tout de participer à ces courses-là, et de s'engager sur le circuit élite US, qui rapporte quand même pas mal. Ouais, plus que les Et points 2 en tout cas. voilà, c'est ça, et qui a énormément de courses. Enfin, en tout cas, ça leur permet de faire ce circuit, même si on peut le faire tout en étant en Conti, mais ce circuit plus les points 2, éventuellement le niveau de point 1, mais de toute façon, l'an prochain, je ne sais pas du tout quelles courses auront lieu aux États-Unis, hors tout ce qui est point 2. Oui, parce que pour Donc, l'instant, la seule certitude, ça serait la tenue de la course, la nouvelle course, tu sais, à Baltimore, qui aurait lieu un petit peu avant les Canadiennes le week-end de la fête du travail. Donc, c'est pas comme chez nous, c'est pas le 1er mai aux États-Unis, c'est le premier week-end de septembre. Mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de contraintes, comme tu l'as dit, pour juste une hypothétique course d'une journée, quoi. Où en plus, il y aura des World Teams, donc une grosse concurrence et pas forcément beaucoup de visibilité.
Ouais, tout ça. Et puis, à côté de ça, il y a aussi certaines tournées, comme notamment les tournées asiatiques. Ouais. On ne sait pas du tout s'il y aura davantage de courses l'an prochain. Donc, du coup, c'était un risque à prendre à être équipe UCI. Ça entraîne des contraintes. Enfin, ça entraîne un nombre de coureurs à respecter. Enfin, un nombre de coureurs, les contrats, les salaires. Enfin, il y a plein de choses à respecter pour une équipe américaine, je suppose, et ça facilitera la tâche et ça permettra de disputer quand même les courses qu'ils avaient initialement prévues pour l'an prochain sans avoir ce statut UCI. Ouais, parce qu'on on va pas rentrer dans le détail parce que c'est tout un bordel. Enfin, vous me passerez l'expression, mais en fait, il y a 5 catégories de pays pour les équipes continentales et les règles ne sont pas les mêmes suivant les pays parce que déjà le droit du travail forcément n'est pas le même partout. Et en gros, vous avez plus de contraintes en termes d'effectifs et de budget si vous êtes une formation américaine que si vous êtes une formation cambodgienne, laotienne, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on voit fleurir pas mal d'équipes qui arrivent dans des pays un peu où la culture du vélo n'est pas présente. C'est pas parce qu'on a une volonté de développer le vélo là-bas, c'est aussi et surtout parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes et qu'en fait on dit qu'on fait passer des coureurs pros, mais ils sont pas du tout pros et ils sont pas du tout payés, Greg. C'est un peu ça, et puis on prend un certain nombre de coureurs locaux aussi Ouais, qui, parce qu'il faut enfin, avoir 50%, hein. en fait, c'est même plus C'est même 50% plus maintenant, 50. c'est le pays majoritaire, en fait, D'accord. qui donne la nationalité de l'équipe. Donc au final, on peut avoir à peu près 4 coureurs et ça passe. Mais le Oui, parce que souci, c'est c'est entre que 8 et 16, je crois, les contis, hein, c'est ça? ouais, 8 voire 9 je sais plus, Ouais, et 16 16 et plus 16 si t'as des maximum. spécialistes. Enfin, c'est un truc. Ouais, c'est 16 et oui, plus spécialistes, que ce soit la piste, VTT, En gros, si enfin, t'es crossman, tu peux être considéré comme spécialiste, mais faire de la route toute l'année. Enfin, c'est les règlements UCI, c'est assez complexe, hein. oui, c'est vrai. Puis au final, on peut faire une équipe continentale potentiellement à 18-19 coureurs. Ça reste faisable, c'est très rare, mais Mais ça je sais plus quelle existe. équipe faisait ça d'ailleurs, j'ai oublié. Et il me semble que, j'ai C'était un pas gros Evo doute. Pro, non? Il y avait EvoPro, il me semble qu'il y avait une autre équipe en Angleterre à un moment donné qui avait pas mal de Je crois, pistards ouais. aussi. Et ouais, concernant ces équipes continentales, c'est vrai que parfois il y a certains coureurs qui sont recrutés. Enfin, on ne sait pas si ce sont vraiment des coureurs. En tout cas, ce sont des noms de personnes qui appartiennent au pays de, de, Oui. de l'équipe de vélo, mais on ne sait pas vraiment si ce sont des Oui, coureurs. et Ils qui ont le sont niveau sûrement. à peu près qui est équivalent au tien ou au mien, quoi. Voire même moins, ce qui n'est pas forcément un compliment pour eux. Disons que parfois le pire, c'est qu'ils ne sont engagés nulle part. Donc au final, on se demande s'ils existent vraiment. Ouais, parce que bon, on va pas passer non plus trop longtemps là-dessus, mais il faut le dire, quand tu es engagé dans une équipe, il n'y a pas une obligation de participation à un minimum de courses. Donc tu peux être pris dans l'équipe, sachant que t'es pas payé, on s'en fout un petit peu, et ne faire aucune course de l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin Et bref, ouais, bienvenue dans les règlements UCI, hein. C'est un peu toujours assez rigolo quand on s'y intéresse. Passons à la suite, Greg, si tu le veux bien. Une dernière recrue pour la Trek Segafredo. Ça me permet de voir que la Movistar avait eu un magnifique maillot pour l'Estrade Bianche 2020, hein. C'est Dario Cataldo qui complète l'effectif américain. ouais, Dario Cataldo qui sera un peu à la relance, on va dire, enfin qui va connaître une équipe de plus, un homme d'expérience lui aussi, qui est à l'aise un peu sur pas mal de terrains, sans être excellent non plus. Mais c'est vrai que c'est un homme assez intéressant pour une équipe World Tour, homme de base intéressant qui peut protéger sur tous les terrains, qui peut jouer sa carte lui aussi dans les échappées sur tous les terrains également, et qui est assez correct, même utile même sur des chronos par équipe par exemple. Donc c'est vrai que lui aussi il a une palette assez complète. En tout cas, ça peut être un homme de base intéressant. Alors un coureur qui s'est relancé cette année, c'est Sacha Modolo, vachement ému, il avait gagné une étape de, je sais plus quelle course d'ailleurs, mais c'était en fin d'année. Il n'avait pas gagné depuis super longtemps et il sera pas prolongé par Alpecin, mais il a quand même retrouvé une place chez Bardiani en 2022.
En fait, il va finir plus ou moins, parce que je pense que ça va être un peu son dernier contrat, à mon avis. Il va finir là où il a commencé, chez Bardiani. Et c'était au Tour du Luxembourg qu'il a remporté une étape Modolo. C'est vrai que ces 2 dernières saisons, on le voyait plus trop. On le voyait plus trop et on le voyait même pas, ne serait-ce que faire le train pour un sprinter. Donc en tout cas le lancer, on le voyait peut-être un peu dans le final, mais sans plus. Et c'est vrai que c'était assez compliqué ces dernières années. Et là, il a réussi un peu à revenir. Bon, tout un peu sur la Vuelta Burgos, un peu la Vuelta, mais sans plus. Et c'est vrai que sur le Tour du Luxembourg, il est parvenu à remporter une étape et se rappeler un peu au bon souvenir. Et l'an prochain, chez Bardiani, je pense que de toute façon, qu'il ne devrait pas trop y avoir de concurrence en interne et qu'il sera le sprinter attitré. Ouais, c'est un peu la saison des renaissances chez les sprinteurs, hein. Entre Modolo, Cavendish et Greipel, on a eu pas mal de coureurs plus que trentenaires assez revanchards. La suite, c'est Burgos qui a encore annoncé des prolongations. Donc pareil, on va aller vite, hein. Ander Okamika qui fait une bonne première saison, qui était triathlète encore l'année passée. Alex Molenar et Angel Fuentes. Et du coup, une annonce qui a pas mal fait parler parce qu'elle concerne Alexandre Balmer. Alors Alexandre Balmer, on avait lu pas mal de choses, notamment qu'il devait se consacrer au VTT et finalement il n'en est rien puisque il a signé chez Bike Exchange pour la saison 2022. Ouais, je sais pas exactement ce qui se cache un peu derrière tout ça, mais il y a probablement des choses un peu des deux côtés entre Balmer qui n'a pas pu passer pro chez Groupama FDJ et le fait qu'il ait annoncé plus tard qu'il se consacrerait au VTT. Et là, on apprend que finalement il s'engage chez Bike Exchange. Alors après, il faut connaître les conditions exactes de son contrat et de ce qu'il a pu obtenir avec Bike Exchange, mais c'est à voir, parce que je pense qu'il veut disputer du VTT encore l'an prochain, certainement, mais à voir ce qu'on l'autorisera à faire vraiment chez Bike Exchange et s'il pourra faire ce qu'il avait prévu de faire au départ en ne restant pas chez Groupama FDJ. Ouais, en tout cas, je pense que ça reste une bonne chose pour lui, forcément, de rebondir en World Tour, mais ce sera quand même un transfert qui laissera quelques points d'interrogation, que ce soit vis-à-vis du coureur lui-même et de ce qui s'est passé pour lui après, avant dans la Conti FDJ. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on vous invite à réécouter notre bilan de la Groupama FDJ. Il est disponible sur le site. On a passé une bonne heure avec Théo et Greg à débriefer tout ça. Vous pouvez donc retrouver la vidéo sur Dailymotion ou sur notre site. Bloc Astana, pour suivre, je vais passer rapidement sur Zeitz, hein. Pas grand chose à dire à part qu'il revient au sein de l'équipe kazakh après une parenthèse justement chez Bike Exchange. Mais la nouvelle, c'est l'annonce d'une structure de développement pour Astana avec notamment Martin Lopez, hein, le grand espoir équatorien, et Garofoli. Ouais, tout à fait. Astana qui va avoir son équipe de développement et qui va pouvoir, elle aussi, piocher un petit peu dedans sur certaines courses et en tout cas avoir son petit vivier d'espoir. Donc, à voir comment ça se passera. C'est vrai que Harold Lopez a été très intéressant sur un tour du Guatemala, il me semble. Il s'était pris une grosse raclée en début de course, notamment sur le chrono où il était très 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 loin et après il avait bien rebondi sur les étapes de montagne. Il a été vraiment assez impressionnant, certes face à l'adversité locale, mais cette année il a réussi aussi à être assez intéressant sur certaines courses espoirs. Donc, je pense qu'il devrait pouvoir s'illustrer avec un bon calendrier de course bien construit l'année prochaine. Il devrait pouvoir s'illustrer sur les courses espoirs. Je suppose que Castana prendra l'un ou l'autre coureur de l'équipe de développement sur certaines courses du calendrier secondaire. Donc ça va leur permettre aussi de prendre de l'expérience. On peut noter la présence des deux fils Vinokourov également dans l'équipe.
Alors, gros bloc Bike Exchange, décidément, qui a été très actif sur le marché des transferts, mais assez tardive en même temps, parce qu'on a trois annonces d'un coup. Bah, la prolongation de Christopher Juliensen, équipier modèle danois, la signature de Jan Maas, et la dernière, c'était celle de Campbell Stewart. Ouais, 3 signatures, 3 jours, 3 signatures, donc C'est c'était pratique. de bonnes annonces. Et bon, Jeanne Masse, ça va certainement bien faire parler sur le forum, je pense, comme transfert au niveau de son nom, certainement. Mm. Mais ouais, je pense que il y a de quoi faire de bonnes choses. Bon, Jules Jensen, ça reste un bon équipier, c'est toujours un bon homme de base pour l'équipe. Campbell Stewart était assez intéressant sur les courses de cette fin de saison, il me semble, dans son équipe continentale. Je sais plus exactement laquelle c'était. Je crois que c'était l'équipe néo-zélandaise. Je sais Oui, j'ai plus oublié. laquelle. Mais Si vous l'avez sur le... Merde, si vous l'avez sur le chat, dites-nous. Ah, de toute façon, j'oublie c'est le nom. la seule équipe continentale néo-zélandaise, Black Spoke, je Ouais, crois. c'est ça, ouais. Et il a été assez intéressant sur la fin de saison, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, Grégory, parce que on s'aperçoit que le cyclisme néo-zélandais, il est en plein boom. Depuis 2 3 ans, on voit pas mal de coureurs qui arrivent chez les pros. Et pour un petit pays, je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, on sent qu'il se passe quelque chose en Nouvelle-Zélande niveau vélo. Ouais, c'est ça. Enfin, je regardais sa fiche en même temps, mais ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il y a pas mal de coureurs intéressants qui n'ont pas forcément un super calendrier local pour leur permettre d'exister, mais du coup, ils arrivent à bien s'exporter. Et c'est vrai il y a des coureurs qui peuvent faire une carrière honorable en Europe. Et je pense que enfin, ça va être un pays où on va pouvoir recruter quand même pas mal de gars qui souvent ont une culture de la piste également, donc Ouais, tout à fait. Ouais. qui savent bien se débrouiller en peloton, qui sont efficaces au sprint aussi, notamment sur les prologues. Et quant à Campbell Stewart, il vient lui également de gagner 3 étapes sur le Tour of Southland il y a quelques jours, qui est une épreuve du calendrier national. Ouais, ouais, une des épreuves réputées qui se déroule sur l'île du Sud, je crois. Ouais, c'est ça. Et plateau, forcément, il n'y a pas forcément énormément de monde, mais les meilleurs Néo-Zélandais sont Mm. présents et il y a toujours pas mal de bastons. D'ailleurs, les Et résultats sont sur notre site hein, du Tour of Southland. Si vous allez dans la partie résultats et amateurs, vous verrez, grâce aux amis de First Cycling, le classement de la course. oui, et puis par la même occasion, vous pourrez voir également que c'est un médaillé olympique sur piste, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et donc, je pense qu'il va pouvoir être assez efficace l'an prochain chez Bike Exchange. Alors après, dans quel rôle, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que ça peut être un peu le retour de ce qu'on avait, enfin, de ce qu'on pouvait voir chez Green Edge à l'époque, ou Orica, avec pas mal de gars très efficaces sur le plat, qui faisaient des super chronos par équipe. Je pense que c'est un peu dans cette veine-là et ça va être intéressant à voir. Mais Campbell Stewart, ouais, deux victoires d'étape à travers les Hauts-de-France, une course remportée par un certain Jason Tesson. Donc, c'était une révélation intéressante de cette course-là aussi. Donc je pense que ça peut être un bon sprinter de seconde zone ou alors un bon lanceur, voire même un bon sprinter tout court pour les années futures. Tout à fait. Alors, bah, une annonce Quick Step qui fait pas de bruit dans son recrutement, mais qui se trompe rarement et qui a ciblé la Mauro Schmidt, vainqueur d'étape cette année sur les routes du Giro. Ouais, Mauro Schmidt qui a gagné une étape sur le Giro et enfin, de fort belle manière d'ailleurs. Et alors, on connaît pas tellement son profil en dehors de ça. C'est vrai que c'est un coureur qui a l'air assez efficace sur les courses d'usure et sur les classiques. Et du coup, sa signature chez De Koning prend un peu son sens. Et je pense qu'il aura moyen de bien progresser dans cette équipe et peut-être de gravir un peu les échelons petit à petit, voir rapprocher un peu avec ce qu'a fait ces dernières saisons un certain Honoré
qui est quand même en train d'arriver sur le devant de la scène. Donc ça peut être intéressant pour l'avenir. Tout à fait. Alors, on va rester sur De Koninck, prolongation de Mattia Cataneo, très gros rouleur, 11e ou 12e, je sais plus, du Tour de France cette année. Ouais, qui est solide un peu sur tous les terrains et il me semble qu'il a déclaré que ses prochains objectifs seraient situés surtout sur les contre-la-montre. Donc, il faudra prévoir ouais, un gros travail sur le chrono. À voir s'il perdra un peu en montagne ou pas, mais en tout cas, son objectif, ce sera vraiment d'être brillant sur les contre-la-montre. Donc, en même temps, c'est un coureur très solide qui, justement, avec l'aide de l'une ou l'autre échappée, arrive à faire des classements généraux très honorables sur le Grand Tour ou même où il peut être très intéressant sur les courses d'une semaine sans trop d'étapes de montagne. Alors, dernière grosse annonce de cette grosse émission Mercato, Grégory, elle concerne Marc Padoun. On n'a pas sa nouvelle équipe, à moins que ça soit tombé là pendant qu'on est en train de parler, mais la sensation, c'est qu'il va quitter Bahrain Victorious en fin de saison, malgré une très grosse année, enfin un très gros mois de juin. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était assez surprenant. On aurait pu imaginer qu'il prolonge. Après, je ne sais pas du tout ce qui se cache derrière tout ça, mais après, je me dis peut-être qu'il aurait aimé avoir davantage de responsabilités, notamment sur la Vuelta. Peut-être qu'il aurait aimé montrer qu'il était très fort, mais qu'il n'en a pas eu l'occasion. Je sais pas du tout, mais après, du coup, la collaboration s'arrête et il y a certaines rumeurs qui l'enverraient Chez chez EF, ouais. IF. Ça reste à voir. On a parfois Ça serait quelques assez savoureux d'ailleurs, vu les déclarations sur certains sujets du manager général de l'équipe, qui n'est pas souvent à une contradiction près. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que Jonathan Waters, c'est un personnage particulier et que il y a quand même pas mal de suiveurs qui l'aiment pas trop, notamment pour avoir quand même coulé quelques équipes. Ouais, il y a eu pas mal de soucis pendant les fusions. Et après, il y avait quelques conflits en interne déjà avec Delco, mais c'est vrai que Waters n'est du coup pas étranger à la disparition du team Delco en cette fin de Ouais, saison, puis on par a vu qu'il y exemple. avait des conflits. Bon, c'est pas forcément le sujet, mais Greg, t'as vu comme moi cette histoire de Sergio Higuita qui est pas avec le bon vélo, donc terminaison de contrat. Et je sais plus qui c'était d'autre aussi qui est en fin de contrat, qui avait été vu avec un autre vélo et aussi sanctionné. Enfin, on est loin de l'image, on est tous potes, on est tous dans la Startup Nation. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, il a été filmé quelques instants sur un entraînement, enfin, une sorte de sortie un peu Oui, voilà, d'exhibition. mi-novembre, en fin fond de la Colombie. C'est vrai que c'est pas forcément super. Je sais pas exactement ce qui se passait au niveau de la collaboration avec Higuita, s'ils sont partis en bons termes ou pas. Et c'est vrai que s'il y avait un peu de tension déjà en interne entre Higuita et le staff, et qu'en plus on l'a vu sur un autre vélo, je dirais qu'on a profité de l'occasion Oui, pour voilà. finir le contrat, vu que c'était un peu dans les termes. Et pas, pas forcément très beau, mais Non, ça parce se que fait c'est pas sûr que malheureusement. ça passe sur le plan juridique. Et puis en plus, Greg, on va pas raconter d'histoire. Le contrat s'arrête le 31 décembre. Si tu fais une bêtise mi-novembre, tu vas pas gagner grand-chose à mettre un terme là tout de suite, quoi. Oui, je pense pas que ce soit la grosse priorité de terminer le contrat, la grosse économie réalisée par IF, je pense pas non plus. Enfin, pas bon. Après, ça fait parler, c'est toujours Mm. une certaine pub. Après, bonne ou mauvaise, c'est pas forcément grave pour certains du moment qu'il y a de la pub. Oui, des fois, malheureusement, c'est un peu le cas. Eh ben, sur ces belles paroles ou pas, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies des choses à rajouter, Grégory, des choses qu'on aurait oubliées, que tu voudrais évoquer pour cette dernière émission Mercato. Euh, non, il y a juste une chose, c'est que tout à l'heure, on a commencé à parler de l'arrivée de Max Ah, Walscheid exact, oui, chez puis je suis passé vite. Ouais. Cofidis et on n'en a pas parlé. C'est vrai que Max Walscheid a été assez bon cette année et pas forcément là où il Pas où s'était on illustré l'attend, au ouais. début de carrière. Donc,
vrai qu'on l'attendait plutôt au sprint et qu'au final, bon, il a quand même disputé des sprints, mais Ouais, solide sur sans. les classiques, sur les chronos. Ouais, c'est ça, sur les classiques. Je pense que il pourra être pas mal sur Paris-Roubaix notamment à l'avenir. Et solide sur les chronos, ouais, il est dans les tout meilleurs spécialistes allemands désormais. Donc, Mm. souvent, il termine bien ses chronos, donc peut-être qu'il va encore travailler dans ce domaine et être plus régulier et en tout cas savoir démarrer un peu plus fort. Après, à voir comment ça se passera sur le vélo de chrono de Cofidis. Oui. Mais, mais ouais, c'est un transfert très intéressant. Alors pour conclure, Grégory, sauf si je me trompe, en gros, là, mi-novembre, il nous reste à connaître la destination de Padoue, même si, on l'a dit, hein, ça parle pas mal de F, et à connaître, enfin à savoir plutôt si des mecs comme Pozzo Vivo, comme Enao, ou comme d'autres qui sont un peu en fin de cycle arriveront à se recaser ou pas, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Après, je vais évoquer en pro team chez Arkea, il y a Thomas Bouda qui n'est pas prolongé Ouais, et exact. j'espère pour lui qu'il trouvera une équipe, surtout qu'il a obtenu une belle médaille sur piste, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal qu'il arrive à se relancer dans une équipe assez correcte, mais désormais, les places doivent se faire très rares et pas mal d'effectifs doivent afficher quasi complet. Donc, c'est avec toute une bataille pour les derniers gars qui sont un peu en balance d'essayer de trouver une équipe pour l'année prochaine. Et bah, pour certains, ça devrait pouvoir le faire, mais d'autres, c'est vrai que ça risque d'être compliqué et ça pourrait précipiter des fins de carrière ou alors des signatures un peu à l'arrache sur un an en continental pour rebondir. En tout cas, on espère que le maximum de coureurs pourront se reclaser, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait, parce que pour ceux qui sont pas familiers avec le marché des transferts, il y a un espèce d'effet domino et quand on voit là depuis quelques jours que les continentales commencent à bouger, en général elles bougent quand elles savent que les World Teams ont fini parce que du coup forcément on évoquait Eric Basca, on va pas aller proposer un contrat à Eric Basca fin août parce que forcément le coureur il espère toujours rebondir en Pro Conti, en World Tour, trouver une place quelque part et avoir quelque chose. Et quand on voit que le marché secondaire vraiment des Conti débute, ça veut dire qu'en gros, à part ceux qui ont déjà signé, c'est vraiment terminé, Greg, et ça devient très très dur, comme tu l'as dit, de se recaser, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et bah, même en plus, à l'échelon en dessous, c'est compliqué puisque on a des coureurs notamment avec l'annonce chez Total Energy, par exemple, avec la signature du grand frère Sagan et la prolongation de Terpstra. On avait des coureurs qui étaient en balance. C'était Thomas Bonnet, il me semble. Il y avait Menant aussi qui était un peu en balance. Et pour Bonnet, par exemple, il n'y a pas d'équipe là pour l'instant pour l'année prochaine et Menant, il se retrouve lui carrément en DN2, c'est pour dire. Donc Oui. du coup c'est un peu la dégringolade. Après, ça veut pas dire que leurs carrières vont s'arrêter, mais il va falloir redoubler d'efforts pour briller sur le circuit amateur et essayer de remonter. Mais c'est vrai que parfois quand il y a des annonces tardives dans des équipes, que ce soit Pro Team, World Tour, ça joue sur certains autres coureurs qui étaient un peu en balance ou qui attendaient une Mm. réponse et qui du coup l'ont obtenu trop tardivement pour pouvoir rebondir dans une autre équipe. Et ça peut aussi précipiter parfois des fins de carrière chez certains ou des changements d'objectifs professionnels. Et on espère que le maximum des coureurs qui sont actuellement sans trop de nouvelles ou sans trop de contacts arriveront quand même à se recaser. Oui, parce que je me souviens d'un coureur qui a pris sa retraite, je vais donner son nom parce qu'il a pris sa retraite, donc il n'y a plus d'enjeu, c'est Wouter Wiepert que je connais un petit peu, et c'était il y a 3 4 ans ou 2 3 ans, je sais plus, il avait annoncé sa fin de carrière sur les réseaux sociaux, et du coup j'avais relayé l'info sur Vélo Club et il m'avait mis un petit texto pour me dire est-ce que tu peux rajouter si j'ai pas d'offre, parce que forcément malgré le fait qu'on soit assez tard, il voulait pas fermer la porte au cas où, et faire croire ou faire comprendre à tout le monde qu'en gros c'était terminé pour lui, quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi. On essaye quand même de pas trop se fermer de porte non plus et de pas annoncer sa retraite trop vite pour les coureurs.
Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a toujours des équipes qui, même en continental, qui voyant certains coureurs sur le carreau, vont essayer de les récupérer aussi puisqu'au final, ça peut faire un peu du gagnant-gagnant. Une petite équipe qui est invitée sur une course de moyenne importance et qui arrive à le faire briller, justement, faire parler d'elle. Ça peut être un investissement intéressant et, Ouais. Et c'est bah, d'ailleurs, Greg, plus intéressant souvent pour les équipes que pour les coureurs, parce que bah, tu en as parlé un peu, les conditions sont pas les mêmes suivant les pays, les sacrifices sont quand même toujours importants, et parfois un coureur World Tour, enfin un ex-coureur World Tour, a pas forcément envie d'aller courir gratuitement pour une équipe de Conti, même si c'est pour faire des places sur un calendrier un peu exotique. Enfin, on se donne pas non plus bénévolement pour une petite équipe qui serait prête à vous accueillir, parce que de toute façon, elle vous paye pas, donc un coureur World Tour, c'est forcément intéressant, quoi, si on n'a pas à le payer. ouais, c'est ça. Ça permet à l'équipe parfois de briller à moyen frais, ou voire pas de frais du tout, et c'est intéressant pour eux. Après, pour les coureurs, Ça c'est peut être toujours intéressant pour un coureur qui est maximum trentenaire et qui aurait une chance de rebondir, mais si admettons que tu es 35 ans, bon, tu sais que même si tu fais une bonne saison en Conti, de toute façon, tu n'auras pas pour autant un contrat derrière en World Tour, quoi. ouais, disons que c'est intéressant pour des coureurs à la relance essentiellement. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément d'aller finir sa carrière dans une petite conti qui va pas payer, mais après ça dépend aussi parfois du droit du travail des coureurs concernés ou des équipes qui les emploient. C'est vrai Oui, qu'il parce y que a par exemple, en France, on est obligé de payer les coureurs en Conti. Donc finir sa carrière chez Roubaix ou chez Saint-Michel, c'est toujours intéressant parce que tu es au minimum au SMIC. Ouais, puis il y a ça, et puis il y a les indemnités après, même les indemnités chômage en cas de grosses pertes salariales d'un coureur. Donc ça peut quand même rester acceptable de redescendre un an en Conti, que ce soit même pour finir sa carrière ou, euh, ou pour essayer de se Ah relancer. Mais oui, après, oui, je c'est vrai que, pense que les places sont très chères chez Saint-Michel, par exemple, hein. ouais, et puis en tout cas, c'est sûr que ça peut permettre d'offrir un challenge, mais c'est quelque chose qui se ferait sur une saison. Pas plus, et ça marche pas, et après soit on remonte, soit on raccroche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, ces belles paroles, je te propose de clôturer, Greg. Bah, merci à toi parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de bons moments depuis la fin août avec ces émissions Mercato. Bah, on fera d'autres pastilles, on va retrouver des sujets, vous inquiétez pas, mais c'était plutôt cool et je crois que vous avez été assez nombreux à nous suivre et à participer. Donc merci à vous aussi et bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao! Salut tout le monde.